Vous êtes toujours sur LCF, la Chine en français. Je suis toujours en compagnie d'Anne Garrigue. Bonjour. Bonjour. Donc, auteur de Être une femme en Asie et Romaric. Alors, on va s'attaquer donc à ce livre. Comment est née cette idée d'écrire un livre? Alors oui, vous êtes une femme, vous avez longtemps vécu en Asie. Comment c'est venu Alors, cette c'est idée? tout simplement... Philippe Piquier, que je connais très bien, qui a été l'éditeur de la plupart de mes livres, ils ont lancé une collection avec Jean-Marie Bouissou sur être femme en Asie, mais aussi être jeune en Asie, être riche en Asie, avec un principe très simple. C'est un peu un équivalent d'un que sais-je. Ouais. C'est court. Et il y a 3 pays essentiellement, donc Japon, Chine et Inde, et chaque fois un spécialiste différent. Et ils m'ont proposé de faire, parce que j'avais écrit un livre il y a longtemps, dans les années 90, sur les femmes japonaises, de faire la partie Japon. Et comme je connais assez bien l'ensemble de l'Asie, que j'avais très envie, en rentrant en France en 2014, de boucler la boucle, je leur ai dit, écoutez, je suis banco, mais je prends tout. Très prétentieux, je prends tout. Et en fait, ça m'a permis, parce que c'est vrai que j'ai vécu 3 ans en Corée du Sud, aussi en Chine, et l'Inde, je connaissais moins bien, mais j'y suis allée plusieurs fois pour ce livre. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de faire un livre d'enquête, de témoignage, il n'y a pas d'enquête derrière, particulière. C'est vraiment l'idée d'un que sais-je, c'est-à-dire d'amener les chiffres et les principes, d'être un livre qui encadre. Et vous savez, on a souvent un film, un article, mais c'est un peu éparpillé, et c'était intéressant pour moi de montrer l'ensemble de l'Asie et de regarder la question des femmes, toutes les grandes questions qui traversent les femmes, les questions de démographie, de la naissance, les questions de travail, les questions d'intimité, de sexualité, de mariage, les questions politiques, économiques, etc., à partir de l'Asie, au lieu de les regarder toujours à partir de l'Occident. D'accord. Donc ça, oui, l'idée. Vu de l'intérieur, du fait que vous aviez passé du temps sur place. Oui. Vu de l'intérieur, oui, mais surtout, vous savez, il faut avoir un peu de connaissance générale, il faut avoir un peu de culture générale. On ne peut pas, comme ça, faire des jugements hâtifs sur tout et prendre une anecdote et en faire une généralité. Donc moi, mon souci avec ce petit livre, c'est pour tous les gens qui sont soit intéressés par la question des femmes, soit intéressés par l'Asie, même un seul pays d'Asie, mais qui puissent replacer leurs réflexions dans un cadre plus global et avoir les éléments très précis, un petit peu objectifs. Il n'y a jamais d'objectivité totale, mais un peu objectif sur les choses au lieu d'avoir des clichés. Alors, vous citez le Global Gender Gap Report, donc publié par le World Economic Forum tous les ans. Donc, vous êtes basé également, disons, sur les chiffres de ce report. D'accord. Oui, absolument. Pour moi, c'était important de trouver une source qui soit relativement fiable, qui soit homogène d'une certaine façon, puisque ça concerne 144 pays. Ça a commencé en 2006 et ils reprennent évidemment, parce que c'est quelque chose, ils reprennent les statistiques des Nations Unies, ils reprennent des statistiques officielles auxquelles ils rajoutent un certain nombre d'éléments. Alors, ce qui est important d'avoir en tête quand on lit le livre, ce n'est pas un livre, ce rapport n'est pas sur la situation des femmes uniquement, mais c'est sur l'écart entre l'homme et la femme. C'est ça, l'index, ça mesure un écart. Absolument. Hein? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir les Philippines très très loin devant du Japon, évidemment. Ça veut pas dire que les Philippines sont mieux dans leur vie un meilleur salaire que les Japonaises. Ça veut dire simplement que l'écart est différent. Par rapport aux hommes. Voilà. Et alors, d'ailleurs, je vais peut-être aller tout de suite à la fin pour revenir au début. Vous tirez 2 grandes tendances autour du vieillissement et de la masculinisation. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Ah oui, alors ça, c'est 2 choses si on regarde ce qui est spécifique à l'Asie, ce qui est vraiment plus fort en Asie qu'ailleurs, eh bien, il y a la masculinisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce mot, ça veut dire simplement que d'abord en Corée, en Chine, en Inde et maintenant au Vietnam, et la Corée est en train de s'arrêter, on a les gens, pour des tas de raisons qu'on peut regarder, on supprime les petites filles dans le ventre, avorte les petites filles. Et du coup, on a un excès. Par exemple, on a 117 millions. Si on cumule depuis le début de ce mouvement qui a commencé, et si on cumule les chiffres entre les filles qui ne sont pas nées, il y en a 117 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment en Chine, il y a 118 garçons qui naissent pour 100 filles. Ça veut dire et ça c'est depuis un certain nombre d'années, ça veut dire qu'au moment où on se marie, automatiquement, il y a plus assez de filles. C'est mathématique. Donc ce problème de déséquilibre, il existe en Chine, il existe en Inde, pour des raisons un peu différentes. Il a existé en Corée, et le Corée est le seul pays qui a réussi à endiguer ça par une politique très proactive, et ils ont fini par arrêter ça, et il se développe en Vietnam. Et c'est quand même quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde. Parce que normalement, dans le monde, on a à peu près un équilibre. Et côté vieillissement?
Comment vous expliquez Alors, ça? le vieillissement, je dirais que c'est un phénomène global. Oui, Il y a oui, pas ça, effectivement, on en mais parle il y a de 5 manière ans globale. d'avance. On atteindra un déséquilibre 5 ans plus tôt en Asie, en moyenne, avec certains pays beaucoup plus que d'autres. Pourquoi? Parce que il y a une grève des ventres. Il y a une grève des ventres en Asie qu'on retrouve. Alors. Un peu partout. Alors, à des niveaux différents. Il y a un chiffre pour moi qui est extrêmement symptomatique, surtout pour nos auditeurs francophones. Il n'y a pas de pays, y compris le Pakistan, à partir du Pakistan et vers l'est. En Asie, il n'y en a pas un seul, y compris le Pakistan, qui ait plus de 3 enfants par femme, pas un seul. Alors qu'en Afrique, au-dessous, je parle pas du Maghreb, mais si on descend en dessous, dans l'Afrique subsaharienne et qu'on élimine l'Afrique du Sud, il n'y a pas un pays où il n'y ait pas entre 4 enfants, au moins 4 enfants par femme, et on va jusqu'à 7. Vous comprenez bien, alors qu'il y a des pays en Asie, je pense au Cambodge, au Laos, qui n'ont pas des niveaux de vie plus élevés que des pays africains. Ça veut dire que la question et ça c'est positif, la question du contrôle des naissances a été en grande partie résolue. La transition démographique, elle est derrière. Donc ça c'est très positif. Parce que ça permet de mieux s'occuper des enfants qui naissent, de leur trouver du travail, etc. Et en plus, ça vient d'une politique très positive à l'égard des femmes, c'est-à-dire qu'on a éduqué les femmes, et ça c'est une réussite de l'ensemble des pays asiatiques, et que donc les femmes plus éduquées, on le sait, peuvent mieux maîtriser une contraception. Je ne veux pas dire par là que tout est dans le meilleur. Il y a eu aussi, on le sait en Chine, des mesures très drastiques avec l'enfant unique. On est revenu dessus depuis. Et on sait que ce n'est pas si simple de comprendre pourquoi il y a eu l'enfant unique. Mais aujourd'hui, la Chine, il n'y a plus l'enfant unique, mais il n'y a pas plus de naissances. Surtout les urbaines ne font pas plus d'enfants, pratiquement pas. Une fécondité qui baisse. Ben oui. Et alors ça, c'est un phénomène où la Chine rejoint totalement le Japon, la Corée. Vous savez combien il y a d'enfants par femme à Singapour? 0,81. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un enfant par femme. Le renouvellement, c'est à 2. Alors forcément, vous avez une accélération du vieillissement. Oui, d'accord. Donc moins de bébés fillettes, j'allais dire, qui naissent, et des femmes qui vivent plus longtemps. Aussi. Mais les hommes vivent toujours moins longtemps que les femmes, même en Chine. Donc elles se retrouvent seules à la fin de leur vie, et ça aussi c'est une difficulté pour elles. Absolument. Et alors là, puisqu'on parle de la Chine, c'est vrai que c'est un problème, par exemple, assez fort en Chine, parce que en Chine, déjà les femmes quand même travaillent un peu moins que les hommes maintenant. D'autre part, elles sont à la retraite plus tôt. Puisque la retraite pour les femmes, c'est 55 ans quand vous êtes cadre et 50 ans autrement. Et donc, une femme, si vous voulez, elle est très tôt, donc elle n'a pas une très grosse retraite. Et en plus, il y a quand même ce côté, traditionnellement, elle est supportée par la famille. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez bien, avec l'évolution du mœurs, même si la Chine reste quand même, les Chinois par rapport à nous, par rapport des gens qui tiennent à leurs parents, qui s'occupent relativement mieux de leurs parents que d'autres cultures. Oui. Néanmoins, il y en a plein qui se retrouvent isolés, seuls, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai souci. Et je sais que le gouvernement chinois est très conscient de ce problème du vieillissement. On va continuer cette discussion juste après de la musique. Chinese Man, Washington Man sur LCF.